Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc cette petite vidéo est plutôt destinée à mes étudiants de Saint-Just de première année en remplacement au cours de cet après-midi. Il faut que vous ayez le chapitre que je vous ai envoyé sur les morales du bonheur sous les yeux. Et puis, comme à notre habitude, je vais le commenter, le préciser un peu. Donc, nous en étions restés à l'énoncé des grands principes de ce que j'ai appelé l'humanisme des anciens. Je voudrais poursuivre ce chapitre avec une deuxième grande sous-partie, précisant un peu les différentes conceptions du bonheur, étant entendu que ce qui précisément caractérise la morale des anciens, c'est la finalité du bonheur et une définition du bonheur qui n'est pas la définition du bonheur, mais une définition possible, qui le pose comme un état de pleine réalisation de soi, et donc d'absence à la fois de manque, mais aussi de trouble, ce qui conduit assez souvent les anciens à le qualifier d'ataraxie, c'est-à-dire de quiétude au sens propre du terme, d'absence d'inquiétude, d'absence de soucis relatifs à l'âme. Alors, dans cette deuxième grande sous-partie, évidemment, il est question de montrer que une fois qu'on a compris, je ne vais pas revenir sur la démonstration, pourquoi les anciens assimilaient le concept de bien et le concept de bonheur, pour autant, ils n'ont pas tous, évidemment, la même définition du bonheur. J'ai consacré une première sous-partie qui est une espèce de retour, puisqu'on a déjà évoqué beaucoup Platon et Aristote, sur ces deux philosophes, que j'ai intitulé les plaisirs modérés de Platon et d'Aristote, et puis il y a ensuite une partie consacrée au stoïcisme, où là on étudiera plus spécifiquement le début du manuel d'Épictète, et puis une troisième partie donc consacrée à l'épicurisme et plus exactement au décortiquage en quelque sorte de la fameuse lettre à Ménécée d'Épicure. Alors je reprends donc ce que vous avez sous les yeux. Les plaisirs modérés de Platon et d'Aristote, et tout d'abord, petit a, le rôle premier de la raison. Nous venons surtout d'évoquer les conceptions de Platon et d'Aristote. Les deux philosophes voient en l'homme un être de raison. Vous voyez ici apparaître évidemment un concept très important, qui est d'autant plus important que l'œuvre que vous êtes en train de ficher, c'est le discours de la méthode de Descartes, qui est un peu, si vous voulez, la Bible du rationalisme classique. Pour autant, le rôle accordé à la raison, évidemment, remonte aux Grecs, et à cette période des 5e, 4e siècles avant Jésus-Christ, où progressivement, ce que les Grecs appellent le logos vient peu à peu remplacer ce qu'ils qualifiaient de mythos. Ce remplacement vise, et il faut l'avoir bien à l'esprit, vise d'abord la séparation entre le monde des dieux et le monde des hommes, qui n'existe pas à proprement parler dans la pensée mythologique.
Et cette séparation conduit à son tour à la volonté des philosophes, des partisans du logos, d'expliquer rationnellement les phénomènes naturels, de repérer donc des causes par la seule raison, par la seule faculté finalement humaine. Alors donc les deux philosophes voient en l'homme un être de raison, capable pour Platon de s'élever au-dessus du monde sensible, des sensations et des besoins matériels, capable pour Aristote, grâce au logos qu'il est seul à posséder, d'échanger avec d'autres hommes des idées générales, abstraites, en particulier des valeurs comme le juste et l'injuste. Alors vous voyez là, au-delà du fait que Platon, comme son disciple Aristote, se réclame du logos, vous voyez là néanmoins deux façons d'investir cette nouvelle pensée rationnelle ou élaborée par la raison tout à fait différente. Chez Platon, le logos va le conduire à amener sa distinction entre le monde sensible et le monde intelligible, et à fonder en fait ce qu'on a appelé ensuite le dualisme platonicien, même si Platon, à la fin de sa vie d'ailleurs, abandonnera cette vision dualiste et cette idée qu'il y aurait un monde sensible qui ne serait d'ailleurs pas véritablement réel, et puis la vraie réalité qui serait la réalité intelligible. Et donc, on l'a déjà vu d'ailleurs, parce qu'on a déjà évoqué avec le banquet toute cette thématique, il y a donc une aspiration, il doit y avoir une aspiration de l'homme vers le monde intelligible. Donc chez Platon, si vous voulez, voilà comment s'exprime finalement la domination du logos. Chez Aristote, l'application n'est pas seulement philosophique, métaphysique, mais elle est aussi morale et surtout politique. Pour Platon, pour Aristote, pardon, l'homme est un zoon politikon, un animal politique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un animal politique ? C'est pour Aristote bien, un homme qui utilise le logos. Le logos pas seulement comme raison, mais le logos comme un certain type de langage qui vient d'ailleurs s'opposer à un autre type de langage que Aristote appelle phonée, la phonée. Autrement dit, pour Aristote, il y a deux grandes espèces de langage. La phonée qui est commune aux hommes et aux animaux et qui est une faculté d'expression et de communication de ces états émotionnels immédiats. Et puis le logos qui est une forme de langage propre à l'homme et que Aristote définit comme la capacité rationnelle de concevoir et d'échanger des idées générales. Et il cite le bien, le mal, le juste, l'injuste. Or, ce sont ces échanges d'idées générales qui vont être au fondement du projet de société, du projet politique et de cette communauté tout à fait particulière que Aristote nomme la polis, c'est-à-dire la cité, qui n'est ni la communauté de la famille, ni la communauté du village,
qui sont, elles, deux espèces de communautés, on va mettre beaucoup de guillemets, mais plus ou moins animales, c'est-à-dire cherchant à survivre, alors que la communauté politique, qui va s'organiser autour du pouvoir politique, est une communauté qui a pour finalité le vivre bien, le bien vivre. Et dans la communauté, sur ce point, Aristote reprend Platon, le bien vivre, c'est le vivre selon le juste. Donc, vous voyez deux philosophes, effectivement du logos, mais qui développent d'une façon quand même assez différente cette capacité finalement au logos. Pour ces deux philosophes, donc, la morale doit permettre à l'homme de réaliser sa rationalité sur tous les plans. Or, cela implique une certaine maîtrise du corps et des appétits du corps, vus comme possiblement excessifs et nuisibles pour l'âme. Bon, en clair, vous voyez là la construction de la grande tradition philosophique classique qui va opposer la raison à la passion, la pensée à la vie, l'esprit au corps, etc., etc., et qui, comme l'analysera, on verra ça plus tard dans l'année, Nietzsche, au XIXe siècle, va conduire à une sorte de haine, haine du corps, haine des désirs, haine des plaisirs, haine de la vie du corps. Alors, de là, passons plus particulièrement au point de vue de Platon. Donc c'est un petit b dans ce petit 1. Platon a d'abord assez sévèrement condamné les plaisirs et prôné une vie morale et vertueuse dans l'ascèse, c'est-à-dire le détachement vis-à-vis du corps et un certain mépris de ce dernier. C'est le point de vue par exemple de Platon dans son dialogue Phédon, où il fait du corps le tombeau de l'âme et l'obstacle au vrai et au bien. Mais dans ses dialogues de vieillesse, Platon tiendra des propos plus modérés. L'ascèse, trop excessive, ne fait pas taire le corps, mais au contraire le conduit à se manifester encore plus par le mal-être, la souffrance provoquée par les privations. De plus, le plaisir est un aiguillon. Il soutient la recherche, il motive. Platon finit par prôner un autre genre de vie que la vie ascétique, la vie mixte, mixte de plaisir pur et de recherche de la vérité. Certains plaisirs peuvent ainsi contribuer au bonheur, en particulier les plaisirs intellectuels qui élèvent l'homme tout en lui apportant un état de satisfaction. Alors voilà, d'abord pour Platon, d'une façon évidemment très générale, je rappelle que tous ces cours sont généraux et visent à donner des repères généraux. Ici, il est question de montrer, si vous voulez, qu'on ne peut pas cataloguer Platon et le ranger parmi les philosophes de l'ascèse, de la spiritualité, du refus du corps, du refus des plaisirs, et au fond presque l'assimiler aux stoïciens. En réalité, chez Platon, c'est beaucoup infiniment plus complexe que cela quand on lit vraiment en fait les textes. Et s'il a d'abord prôné un genre de vie ascétique, alors je rappelle que l'ascèse, c'est un ensemble d'exercices plutôt corporels et spirituels qui a pour objectif d'arriver au contrôle de soi, et en particulier au contrôle de son corps. Et
les philosophies ascétiques, les sagesses ascétiques, les morales ascétiques sont plutôt des constructions qui ont vis-à-vis du plaisir une vision assez négative et qui cherchent plutôt à éradiquer le plaisir. Et éradiquer le plaisir, ça veut dire empêcher le désir, tout simplement, puisque le plaisir, c'est la satisfaction d'un désir. Donc Platon, au départ, est plutôt effectivement un ascète et prône plutôt une vie ascétique. Et évidemment, on retiendra ces formules radicales du Phédon, soma sema, ou encore le philosophe doit souhaiter la mort, c'est-à-dire se libérer de son corps. Mais petit à petit, là encore, Platon évolue. Tout comme il abandonne son dualisme, il abandonne l'idéal ascétique au profit de ce qu'il appelle un genre de vie mixte. Et dans ce genre de vie mixte, comme son nom l'indique, eh bien, le sage pourra profiter à la fois des plaisirs de l'âme, mais devra aussi satisfaire aux besoins de son corps et ne pas le faire inutilement souffrir. Platon est donc favorable à ce qu'on peut appeler, à ce qu'il appelle les plaisirs purs, donc une distinction qui est assez intéressante, cette distinction entre ce que seraient les plaisirs purs et ce que seraient les plaisirs impurs, sachant que quand on parle du pur et de l'impur, on a plutôt tendance à se référer aux religieux, et donc on a plutôt tendance à penser à la source chrétienne de toute cette condamnation du corps, des plaisirs du corps, des excès du corps. En réalité, la distinction, évidemment, existe chez les Grecs, et en particulier chez Platon. Alors, le texte de référence, le dialogue de référence, c'est le Philèbe. Le Philèbe, qui est un dialogue entièrement consacré à la question du bonheur et à la définition du bonheur, et qui est, c'est l'autre intérêt de ce dialogue, bon, qui par ailleurs est extrêmement compliqué sur le plan conceptuel, qui est consacré à une critique de l'hédonisme cyrénaïque. Pas l'hédonisme épicurien, mais l'hédonisme cyrénaïque, avec, pourquoi on l'appelle cyrénaïque et cyrénaïque, bah, tout simplement parce que son fondateur s'appelle Aristippe de Cyrène. Alors, ce que Platon, je vais terminer ce petit topo là-dessus, ce que Platon distingue à propos du plaisir, c'est le plaisir en tant qu'il est lié au corps et le plaisir propre à l'âme. Et dans le Philèbe, il y a toute une démonstration très longue, très compliquée, où Platon démontre que l'âme peut éprouver des plaisirs indépendamment du corps. Et il le fait très schématiquement en analysant de près le processus du plaisir et en montrant comment le plaisir naît du verbe naître, d'abord de la sensation, pour ensuite être mémorisé, c'est-à-dire que la mémoire est définie par Platon comme une rétention de la sensation, et cette mémorisation en fait de la sensation va pouvoir donner lieu à une représentation mentale et non plus corporelle du plaisir.
De sorte que, si vous voulez, entre sensation et mémoire, il peut y avoir une séparation. Et qu'à partir du moment où la sensation a fait l'objet d'une rétention, elle devient un élément psychique et elle se détache du corps. Et c'est de cette façon-là, si vous voulez, que Platon explique l'existence de plaisirs qui ne sont que des plaisirs de l'âme et qui n'ont pas de rapport avec le corps. Plaisir lié à la mémoire, par exemple lorsque je me souviens de la petite Madeleine enfin c'est Proust, ou d'une sensation passée, ou bien plaisir que je peux aussi éprouver en construisant un certain nombre de représentations liées à la question des désirs et des plaisirs. Donc voilà comment, si vous voulez, Platon évolue et réintègre finalement le plaisir dans la sagesse et dans de ce modèle de la sagesse qu'il appelle le genre de vie mixte. Voilà, donc j'ai pas terminé, mais je vais arrêter déjà au moins pour aujourd'hui ce début de cours. Hein. Et puis, si j'ai le temps, donc je vais poursuivre, et sinon, nous poursuivrons ensemble en cours. Je vous souhaite une bonne lecture d'abord, hein, une belle écoute, et puis je vous dis à bientôt. Merci de votre attention.